Le vélo, c'est le moyen et peut-être l'art d'extraire du plaisir d'une contrainte. C'est signé Jean Bobet et il y a encore plus de plaisir quand on est au Brésil. Bienvenue dans le prologue du 6e rendez-vous Bikeyman de la saison. Et nous voilà à Sant Antonio do Pinhal au Brésil, l'étape la plus exotique du Bikeyman. Origine, toujours à mes côtés Axel. Ça va Axel? Ça va, dans la chaleur, excité. On est bien ici au Brésil, hein? Ah, là on est gâté, mais alors... Ambiance particulière. Chaleur extrême, ciel bleu. Et pour commencer cette émission, on a un invité, un des rares Français qui a osé s'aventurer dans la chaleur brésilienne. Salut Giorgio. Salut à vous et merci d'avoir réalisé ce Bikeyman Brésil. Ça me donne l'occasion de quitter la France un petit moment et c'est top. Je suis très excité aussi. Georges Camprubi, 6e participation au Bikeyman. Vous le connaissez, ceux qui ont déjà participé au Bikeyman. C'est le créateur des sublimes glaces romanes que vous avez déjà dégustées. N'est-ce pas Giorgio? Tout à fait. Tu nous en as pas ramené? Non, là j'ai pas pu les importer au Brésil. J'aurais pu, hein, mais non, là c'est un peu long. Complexe. Mais bon, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut ici. Il y a ce qu'il faut, mais elles ne sont pas aussi bonnes. Hein. Elles sont un peu plus... pas le même goût. On est chauvin. on est chauvin. On est au Brésil, mais... Ouais. Mais on sait faire. Bon, mais il y a autre chose, hein. Il y a autre chose qui compense largement les glaces. Alors le Brésil, c'est comme d'habitude, 1000 km au programme pour les... combien tu m'as dit Axel? 72 participants. 72 participants, 18 000 mètres de dénivelé positif à terminer en 5 jours, 120 heures maximum. Giorgio, comment tu te sens? En pleine forme, ouais, vraiment, super voyage, super acclimatation. Et, les Brésiliens sont d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyable. Partout où on va, si tu cherches quelque chose, ils sont là, ils se mettent en quatre pour toi. Et puis très excité surtout, cette nuit de Tu faire... découvres le pays? Je suis déjà venu en vacances il y a 4-5 ans, un petit mois, mais cette région-là, je la découvre. Mais je n'avais pas eu l'occasion de faire le pays en long et en large. J'étais venu un mois sur un seul endroit finalement. Donc là, je vais découvrir. C'est le but de mon voyage en fait. Vous avez déjà fait des petites sorties pré-course ensemble, hein? Tu as pu goûter un petit peu? J'ai goûté à la chaleur et au taux d'humidité. J'ai beaucoup de mal à respirer. Donc j'espère que je vais m'acclimater assez vite. Parce que la respiration se bloque là dans les montées, quoi. J'ai vraiment et le cœur un peu plus haut que la normale. Ça tu connais Axel, hein, parce que tu l'as déjà fait 2 fois la course. Ouais. Alors là, on a des conditions particulières parce que moi, je l'ai fait 3 fois le parcours. Une fois en reconnaissance et bien sûr 2021 et 2022 en termes de conditions climatiques. Là, on a chaleur. Vraiment, il fait très chaud, 42, 44 degrés au soleil. Ouais. Et beaucoup d'humidité dans l'air. Ouais. Donc ce que décrit Giorgio, moi j'ai eu l'occasion de rouler un tout petit peu avant. Je me suis fait les quelques pétards qu'il y a à côté de Sant Antonio de Pinhal, donc je me suis acclimaté. Mais on va avoir à la fois chaleur et humidité. Donc ça va être le gros défi de cette 3e édition par rapport aux 2 premières. Mais on va pas se plaindre. Non. On n'a jamais eu autant de ciel bleu consécutif sur cette édition du Brésil. Et normalement, la période en septembre, là, c'est la période où il fait chaud, où il fait beau. On n'a pas eu de chance sur les 2 premières années. La preuve, c'est qu'il y a l'étape brésilienne qui est partie pas très loin. Il y a eu 3000 cyclistes là, qui sont venus dès ce matin faire un parcours de 120 bornes. Donc on est bien, on est gâtés. Quand je pense à l'année dernière et les torrents de pluie, là on va avoir de la chaleur. Ouais. Le Brésil qu'on aime. Exactement. C'est J'ai vrai, bien choisi c'est mon vrai. année. Parce que je me suis inscrit déjà 2 fois, les 2 premières années, j'étais inscrit Au Brésil? au Brésil. Et ça ne s'est pas fait pour des raisons X. Et j'ai attendu la bonne. Ah, t'es arrivé C'est à le la karma. fin. Ouais. C'est le karma. Donc parce que je Message de persévérance, faut insister. Comme toi d'ailleurs, parce que tu sais son 6e Bikeyman, mais combien de fois tu as réussi à passer la ligne d'arrivée? 3 fois. C'est bien, tu continues. 50% de réussite. Là, faut que tu la finisses celle-là. La première fois, j'ai même pas franchi la ligne de départ. C'est vrai. C'est vrai. Donc, T'étais Race Angels. C'était les Race Angels. Il est Ouais. monté dans la voiture organisation en tant Avec que le Race bras Angels. C'était une en blessure écharpe. avant la course. Ouais. Bon Axel, toi qui as déjà fait donc la reco 2 fois le parcours, là on sait qu'il va y avoir de la chaleur. Ça va être quoi les points chauds? À quoi ils doivent s'attendre les cyclistes? Alors globalement, le parcours il est construit de la même manière que les 2 éditions précédentes. Il est un tout petit peu plus simple. Il y a 2000 mètres de dénivelé positif en moins par rapport à l'édition 2021 et 2022, donc il est plus facile. On va avoir, si on le divise en 3 parties, départ à Sant Antonio de Pinhal jusqu'à CP1, CP1, CP2 et CP2 finish. La première partie jusqu'au checkpoint 1 va être plus facile.
plus rapide. 270 km. 270 bornes, ouais. Elle va être plus simple, le gravel est un peu plus facile, moins technique. L'idée, c'est de pousser vraiment les participants à rentrer dans l'expérience du Brésil et rejoindre le CP1 de manière plus facile. Salésopolis. À Salésopolis. CP1, CP2, monstrueux, puisque là, c'est la copie conforme de 2021 et 2022 avec des sections de gravel dont Giorgio pourra nous parler probablement à la ligne d'arrivée, parce que pour moi, c'est parmi les plus belles expériences de gravel que j'ai pu faire. Sauvage, terre rouge, lac, chaleur, forêt d'araucaria, ambiance. Ouais. Ambiance brésilienne telle qu'on l'imagine un peu dans l'inconscient, quoi. Là, tu le vis, tu es sur le vélo et franchement, tu t'en souviens. Quand tu es là-dedans, ça te donne des cartes postales cérébrales que tu peux jamais oublier. Et moi, c'est 2021, ça. Donc ensuite, tu rejoins bien sûr l'océan Atlantique. Donc côté voyage, exploration, tu as le souvenir des Portugais qui sont arrivés sur le continent et tu imagines presque voir les caravelles au loin parce qu'il y a vraiment des clins d'œil sur la côte où tu peux vraiment voir l'océan et la dimension de ce que ça représente. Là, tu parles de la région de Parachi. Ouais, avant Parachi, entre Ubatuba et Parachi, parce qu'ils vont longer la côte là, pendant 80 km de mémoire. Ensuite, capitale de l'UNESCO, Parachi, lieu vraiment symbolique. À la fois parce que c'est beau esthétiquement avec l'architecture, très connu pour les personnes qui s'intéressent à ça, les gens qui nous écoutent, pour l'observation des oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces, c'est vraiment un haut lieu de l'observation des oiseaux au Brésil, un des plus connus. Et pour les cyclistes, c'est le col le plus dur du Brésil. Pour rejoindre la Serra do Mar, la mer de montagne, où là clairement c'est pareil, l'orgie visuelle. Tu passes par un mur qui est très difficile, c'est probablement l'un des cols les plus durs du monde à vélo parce que tu as du 13% de moyenne sur plus de 10 bornes. Donc on est hors catégorie du Tour de France, très loin même. Et après tu pénètres dans la Serra do Mar pour rejoindre Resende qui est au pied, alors pas tout à fait, mais au pied du parc national d'Itatiaia, qui va être le dernier tronçon, qui est pareil, divisé en deux parties. Une première moitié monstrueuse, parce que portion gravel technique, piste de 4x4, végétation extraordinaire avec des arbres d'une taille qui sont juste hors du commun par rapport à notre référentiel français et européen. Et une deuxième partie de cette trace sur le dernier tronçon qui est plus facile parce que beaucoup plus plate avec quelques immersions gravel sur la fin qu'on a ponctuées comme des petites cacahuètes plaisir avant de revenir sur San Antonio de Pignal par un dernier col parce qu'il faut aller le chercher quand même, il n'est pas facile pour cette dernière difficulté. Donc un parcours plus facile, 2000 mètres de D+, en moins, toujours autant de gravel, quasiment 30%, et une expérience qui est au-delà de tout ce qu'on propose généralement sur le championnat en France. Tu avais noté tous ces points chauds J'en ai appris quelques-uns. Pour la première fois, c'est la première fois que j'étudie un peu plus le parcours, forcément. Hein. Et il m'a donné encore quelques points que je n'avais pas notés, donc c'est pas mal. Et mais c'est bien, c'est ce que je suis venu chercher. Hein. L'exotisme et puis l'ambiance, et puis l'ambiance nocturne, ça va être quelque chose. J'ai déjà aperçu ça la nuit, on n'est pas tout seul. Il y a un vacarme la nuit, ça doit être. Le bruit, c'est la fête ici déjà. Ouais. Donc je suis venu chercher ça en fait, ce côté aventure et exotisme et compagnie. C'est un objectif quand même, j'imagine en termes de temps. En termes de temps, je me suis dit je veux prendre du plaisir tout en faisant de la perf entre guillemets. J'ai prévu 4 étapes de 250 à peu près. Et il y en a de 270. Ouais, je pense, oui, je dors au moins 4 heures par nuit. 4 heures par nuit, parce que j'ai envie de profiter du pays déjà et de voir le pays tout simplement et de profiter de l'ambiance et voilà et d'être en forme entre guillemets. Et je pense que si je fais ça de 4 heures par nuit, ça va aller, je vais prendre du plaisir. Ça va être dur parce que je sais que c'est jamais facile. Je sais que je vais prendre ma claque à un moment donné. En plus, toi tu enchaînes pas sur le X. Donc il y a le Maroc derrière. Il y a le Maroc derrière. C'est pas la dernière de la saison là. Non plus. Un mois plus tard, tu repars sur une épreuve XXL quoi. Mais ces Backingman à l'étranger, je les aborde d'une manière différente. Je les aborde plus pour une manière découverte et aventure que performance. Je veux me donner à fond, pas dormir et arriver cassé en deux. Voilà. Le but, c'est pas non plus de ressortir trop abîmé. Pourquoi cette approche différente à l'étranger? Parce que c'est vraiment la découverte. Je trouve ça dommage de rouler la nuit et de ne pas voir le pays. Ça serait vraiment, et puis d'être fatigué au point d'être un zombie, de rien voir à côté, quoi. Donc j'ai envie, 250 bornes, pour moi, ça me paraît, ça va. Ça va être dur, mais ça va aller. Justement, puisque tu parlais de 250 bornes, point matos pour les spécialistes, les puristes du cyclisme, tu peux nous décrire un peu ta configuration? Cette année, j'ai mis une fourche
sur mon gravel. Ça m'a changé la vie. Je le conseille fortement hein, pour le gravel. Beaucoup plus de douleur dans les poignets, plus de douleur dans la nuque. On va beaucoup plus vite dans les descentes, voire même sur le plat. Même si le vélo est un peu plus lourd, c'est pas grave. C'est pas grave parce que déjà moi voilà le gravel déjà pour moi c'est une autre approche que le vélo route. C'est plus alors c'est comment dire, j'allais pas dire promenade, c'est plus aventure tout simplement. Le côté aventure ouais, se colle bien au gravel. Donc le poids m'importe peu. En fait je cherche plus du confort. Durée. Ouais. Et Durée pour pas se ensuite casser. batterie, les câbles, enfin tout ce qu'il faut quoi. Non, tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Et les braquets? Les braquets, ah oui, les braquets. Je me suis mis un 10,52 à l'arrière, parce que j'ai appris que ça Une grosse grimpait. cassette. C'est bien. Et un petit plateau à l'avant, 36. J'ai privilégié la facilité, entre guillemets. Quand j'ai vu un peu les pourcentages sur le parcours, je me suis dit, oulala, charger le vélo, le gravel est un peu plus lourd que le vélo route en plus. Donc voilà. Ça, c'est un braquet idéal. Ouais, Idéal. je me pense, ouais. Ouais, au vu du parcours. Les recommandations du site Biking Man? Il a suivi même les recommandations que j'avais partagées dans les vidéos. Parce que Ouais. sur le site Biking Man, on propose, on recommande des braquets peut-être un petit peu plus gros. Mais là, il a suivi en termes de ratio pour les puristes. Ouais. Il a 0,69 là. Tout à Entre fait. le plateau avant et la plus grosse denture à l'arrière. Et tu grimpes aux arbres avec ça. Sans Ouais. te blesser au niveau des genoux. Tu évites les blessures au genou, T'évites surtout en les gravel, tu es blessures, toujours des fois en prise ou quoi. Donc, Parce qu'il y a des très très gros pétards. Ouais. Au Brésil, les routes sont les routes et les pistes. Parce que la route Paraty, par exemple, c'est une portion de route qui est redoutable parce qu'on a du 13% de moyenne, donc tu as des rampes à 19, 20%. j'imagine, ouais. Et après sur le gravel, c'est parfois taillé pour du 4x4. Donc c'est pas de la DFCI, de la piste forestière comme on a en France. C'est cassant, quoi. C'est tout de suite des pourcentages à deux chiffres. Donc là, avec ce type de braquet, Giorgio va pouvoir passer partout. C'est vrai qu'on rajoute un détail important, hein, sur les 1000 bornes, c'est 30% de gravel. En fait, j'en ai discuté avec Vinicius, le directeur de course du Brésil. Là. Il n'y a pas de notion de gravel en fait, au Brésil, ça n'existe pas. C'est du hors-piste. Ouais. Pour eux, c'est soit de la route, vélo de route pur, C'est du off-road. c'est léger, Tour de France, 6,5 kg, format UCI, soit du hors-piste. Et tu fais soit du VTT, soit tu utilises un gravel. Mais il n'y a pas de piste gravel. Pour eux, c'est du off-road. C'est comme ça qu'ils le qualifient. Alors donc vaut mieux être équipé en format gravel entre guillemets ou plutôt VTT? Parce que sur les dernières courses du Brésil, on avait plein de gens avec des VTT. Ben là, on va avoir les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des gens qui viennent avec des semi-rigides, donc fourche suspendue à l'avant, et du tout suspendu avec deux suspensions, une à l'avant et une à l'arrière. Et pour avoir fait la course l'année dernière avec des gens qui avaient du tout suspendu ou du semi-rigide, ils sont pas plus lents. Ils sont pas plus lents parce qu'ils s'entraînent comme ça. Donc c'est pas à opposer. Encore une fois, moi je rejoins Giorgio sur la stratégie du confort. Le but c'est de durer, c'est d'aller loin. Bon, le fait de travailler sans fourche, bah, forcément tu viens compenser avec le corps. Exactement. Alors qu'avec la fourche, tu viens utiliser la technique pour finalement Tout à fait. te fatiguer un peu moins, quoi. Ouais. Alors le VTT c'est extrême, mais je dirais que il y en a pas mal. J'ai hâte de voir le point matos après le check-in là, qui viennent avec du VTT, parce que j'en ai vu quelques-uns ce matin pendant Ouais, moi aussi, ouais. la sortie route. Là. Après c'est plus dans la culture brésilienne aussi, vu qu'ils ont beaucoup moins de routes asphaltées j'imagine. Ils ont plus l'habitude de... Bah, dès que tu vas d'encourager off-road, le VTT. c'est le VTT. Parce que tu as des endroits où tout de suite, en plus avec les conditions climatiques, s'il peut y avoir de la flotte, quand tu as de la flotte c'est boueux. Quand c'est boueux avec le gravel, c'est très rapidement limité par rapport au passage de roues et les tailles de pneus qui viennent finalement mettre sous contrainte le cadre et la transmission, avec le risque que tu aies de la boue qui aille dans la transmission. Donc le VTT est une réponse idéale pour le Brésil. Ouais. En parlant d'équipement, les pneus aussi. Quelle taille? Ouais, j'ai pris un 40 à l'arrière, un pneu pour eau sec et un 45 à l'avant pour pluie. Parce que je me suis dit, s'il pleut, autant avoir un bon grip à l'avant. Ah, il faut Et mieux, puis ouais. voilà. Donc ça devrait aller. J'aurai un meilleur rendement avec l'arrière et sur l'avant, du coup, un meilleur grip. C'est pas mal comme ça. C'est ce qu'il faut pour la pluie au cas où. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour la pluie. J'ai même pris le pantalon pluie. Donc, mais là, quand on regarde sur l'application, apparemment, Les prévisions sont bonnes. ils sont plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ils sont plutôt pas mal. Mais bon, vaut mieux être équipé parce que ça peut tourner vite ici. Hein. Ça peut tourner vite. Ouais. On est dans la forêt atlantique, hein, réserve de biodiversité. Ça aussi, La ça- forêt la on plus dense rappelle, de la hein. planète, il faut le rappeler, c'est plus dense que la forêt amazonienne. Ouais. Et on est en plus dans la région là, de la Serra des Mantiqueira pour une le chaîne village de montagne. course. Mantiqueira, c'est la montagne qui pleure, mémoire littéralement en brésilien, parce que c'est vert et parce qu'il pleut tout le temps. Quoi. Donc il faut se préparer, le temps peut Donc changer voilà, très vite. je suis préparé en tous les cas. Je suis préparé pour la pluie, pour le beau temps. Comment tu fais pour la communication avec les Brésiliens, Giorgio?
Ah ben là, Axel m'a donné une application géniale. C'est quoi déjà Google Trad. Ouais, Google Trad. En fait, tu parles, mais ça comprend tout, hein, bien. Et tu mets ton petit haut-parleur et tu lui envoies, quoi. Oui. Tu prends ton téléphone, tu parles en français et après tu montres. Non, carrément, il y a le haut-parleur. Il entend, tu vois, c'est même pas besoin de lui Ah montrer. oui, tu dictes en français, tu mets le téléphone, Et ça tu répond mets en portugais. Et ça répond en portugais. C'est juste incroyable. Ça va te sauver la vie, ça, je pense, sur la route. Ça va me sauver la vie parce qu'ils sont marrants, hein, parce que tu arrives dans les endroits, ils ne parlent pas un mot français. Hein, et ils te parlent comme si tu étais brésilien, rien à foutre. Hein. Et non, oui, ça va me sauver la vie. Mais ils sont adorables. Franchement, ils sont vraiment bienveillants. Le peu que j'ai vu là, ils sont prêts à te rendre service. Ils sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Donc je suis vraiment rassuré là-dessus et ça va être chouette. Ah, normalement, personne ne te laissera mourir au bord de la route, toi, ça c'est sûr. Même si vous avez même la difficulté de l'échange, parce que toi, vu que tu as déjà fait la course, tu te retrouves dans des zones vraiment très isolées. Hein. Si tu ne parles pas portugais, c'est... Ouais, moi après je parle portugnol. Oui, je, parle, c'est vrai, je parle espagnol. je parle couramment espagnol, mais je parle pas un mot de portugais, donc je mélange un peu les langues. Mais globalement, tu arrives à te faire comprendre. Quand tu arrives et que tu es trempé et que tu as besoin de sécher des fringues, ils t'aident. Quand tu cherches à manger, ils vont t'aider. Quand tu cherches ta route, ils t'aident. Globalement, il y a beaucoup de bienveillance sur le parcours. Ouais. Puis ils sont heureux dans plein d'endroits très reculés de voir des gravels qui arrivent parce qu'ils en voient passer plein. Ouais. Et du coup, ils se disent, bon, il y a quelque chose qui se passe avec la course et ils aident. Et ils se prennent au jeu. Ouais. La chaleur brésilienne, c'est pas un mythe. Non. Non, Là, c'est il pas va faire très chaud, donc je pense que ça va accentuer encore cette chaleur, c'est sûr. Là, ça va être chaud. Hein. Vous pourrez suivre Georges, hein, bien sûr, sur le live tracking au Waka. Comme chaque Bikeyman, il y aura la plateforme et vous pourrez suivre l'évolution de cette course avec Georges, notre représentant hexagonal et aussi représentant de Fast Club. Hein. Un dernier mot, j'invite, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Alors je sais que le billet d'avion, c'est un coût, mais la vie ici, elle est vraiment pas chère. On peut avoir des poussadas pour 20 € la nuit, on mange pas cher. Alors à part le billet d'avion, le reste, c'est vraiment pas cher et on peut vivre l'aventure pour pas grand-chose. Donc j'invite à ceux qui hésitent en disant ouais mais c'est un budget. Des fois l'un dans l'autre c'est pas beaucoup plus et c'est quand même plus sympa enfin quoi plus sympa. Il y a un petit côté aventure qui met l'adrénaline. Puis il y a une autre ambiance ici. Ouais, une autre ambiance quoi. Avec toute la mélange sud-américaine. Brésilien, colombien, chilien. Ouais, c'est. Façonneur Fast Club Café, hein, sponsor. Hein. Je viens là pour les représenter, Fast Club à l'international. Je suis le seul représentant. C'est vrai, parce que le Max il n'est pas là. Hein. Non, Max. Il n'est pas venu, hein. Il s'est dit peut-être que. Je lui ai dit, je te paye le billet et tout ça. Il m'a dit non, trop dur. Peut-être que les pistes, il s'est dit. Il n'a pas osé. Faire Il n'y attention. a que Giorgio qui a. Il n'a pas osé. Je lui payais le billet, je payais l'hébergement. Il a dit non. Il a peur. Tout repose sur tes épaules, Giorgio. Je sais. Tu représentes la France. Allez, je représente la France en plus. Allez, vive la Merci à France. toi. Et nous, on continue l'émission tout de suite avec nos prochains invités. Merci. Et on reprend donc cette émission avec nos deux nouveaux invités que je vous présente. À droite de l'image, Vinicius Martins. Tudo bem, Vinicius? Opa, bom, estamos aqui no sol, no calor. Ah, il est content d'être au soleil avec la chaleur. C'est une référence à l'année dernière où c'était une tempête de pluie, c'était un cauchemar. Et à ses côtés, il y a Léo. Tudo bem, Léo? Eu estou bem, maravilha. Léo, Sempre alegre. tira o capacete. Agora, só se for agora. Super Olha a surpresa. Saiyan. On a un super guerrier. Super Saiyan. Léo, vous le connaissez sûrement si vous suivez le Bikeyman, puisque c'est sa 5e participation. Il avait fait le Pérou, le Portugal, 2 fois le Brésil, et là c'est sa 3e. Tudo bem, Léo? Hein? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui, confraternizando com vocês. Mais uma edição do Bikeman. Très content, il nous dit qu'il est très content de revenir pour une nouvelle édition du Bikeyman et surtout qu'il vient d'un record, il vient de battre un record, il a fait la traversée de l'Alaska jusqu'à Ushuaia en Argentine. Et il est frais, 1000 km pour lui maintenant, c'est de la rigolade. 1000 km agora para você, treinamento. Regenerativo do desafio Alasca Terra do Fogo. Ouais, c'est pour la récupération, il nous dit. Passei no parque, né? Eu passei, não, vou passear 1000, depois de 50. 22.000 km 400. Ouais, il parlait du dénivelé là, donc c'est de la rigolade. Qu'est-ce que je voulais dire? Vinicius, quelles sont as diferenças com o ano passado? Bon, je lui demande quelle est la différence du parcours cette année par rapport à l'année dernière. A diferença do ano passado, menos altimetria, 2000 metros. Uma mudança na característica da rota, ela está com um começo um pouquinho mais rápido, mais plano. E o tempo, o clima, bem provável que vai ser bem diferente. Donc il disait que le parcours, il n'y a pas de grande différence. Il a fait quelques corrections, notamment pour rajouter un peu de parties un peu plus plates. Mais surtout, la plus grande différence, ça sera la météo, puisqu'il devrait y avoir du soleil selon les prévisions.
alors que l'année dernière, c'était un carnage. Tu l'as fait d'ailleurs, Axel, l'année dernière. C'était comment alors? Enfin, j'imagine que ça te réjouit de voir qu'il y a du soleil. Moi j'ai adoré 2022, mais j'ai préféré 2021 parce que 2021 il y avait beau temps, on a eu le mix en fait entre beau temps et un peu de pluie en 2021. Là je pense que c'est la récompense du travail aussi qu'a fourni Vini, de tenir le cap malgré l'année 2022 qui a été très difficile, puisque maintenant on a grand soleil, une grosse chaleur. J'ai hâte de savoir ce que pense Vini par rapport au line-up qui a des participants, quels sont ses pronostics parce que le niveau également monte. On a des Brésiliens encore plus forts qui viennent cette année. On a un club de Colombiens aussi qui arrive en force, très très fort, très entraîné. Donc le pari qu'on avait au départ avec Vini d'avoir une communauté brésilienne mais également sud-américaine qui se déploie en termes d'ultra-distance est en train de se réaliser. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a comme pronostic pour les arrivées des premiers en fait, sur cette troisième année, malgré la chaleur. Parce que tu parlais du line-up, l'un des favoris c'est Leo. Leo, o ano passado você fez terceiro, hein? Não, ano retrasado eu fiz terceiro. Ano passado eu tive um problema, né? Tive que fazer uma troca de bicicleta durante a prova, no início da prova, e aí tive problema, tive que abandonar a prova no quilômetro 760 mais ou menos. Donc c'est vrai, Léo avait fini troisième lors de la première édition du Bikeman Brésil en 2021. L'année dernière, il a dû abandonner à cause d'un problème mécanique, mais revient en force cette année. Et objectivo, este ano? Este ano é pedalar junto com os ponteiros, ir para a ponta ali. É lógico que ganhar é um pouco difícil porque eu não sou 100% devido à travessia do Alas Terra do Fogo, mas eu quero dar um pouquinho de trabalho aí para os caras que querem ganhar o Bikeman 2023. Donc cette année, son objectif à Léo, c'est quand même de rouler avec les favoris, avec la tête de course. Gagner, ça va être difficile parce qu'il revient tout juste de sa traversée de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. Donc il n'est pas à 100% de sa forme, mais il va essayer évidemment de tout donner, on le connaît, et il va y aller à fond. Vini, pode falar pouco dos participantes, porque há nível muito alto este ano, outra vez, talvez o melhor que o ano passado. Eu acho que esse ano o pessoal veio com vontade, porque tem vários atletas que têm uma carreira profissional em mountain bike ou mesmo em estrada, que agora vieram para o gravel e querem fazer força. Tem os conhecidos dos outros anos que já tiveram os bons resultados. E agora também tem alguns outros, o pessoal da Colômbia está vindo com vontade. Tem um outro chileno que também está com vontade. E alguns brasileiros que pouca gente conhece, mas que tem bom histórico. Vai ser bem curioso ver como que vai ser o primeiro dia, porque nos outros anos, a primeira noite sempre foi com um clima que não era tão prático para você pedalar, porque com molhado, baixo. Imagina esse ano se não chover a primeira noite. Vai ser uma loucura o primeiro dia, passando 24 horas e até outro dia. Aí vai ser a disputa de quem dorme menos, de quem é mais forte, de quem anda melhor no gravel, quem anda melhor no asfalto. Vai ser interessante observar esse ano, vai valer a pena. Donc Vinicius confirmait qu'il y a un énorme niveau cette année. Il y a pas mal de cyclistes brésiliens qui étaient professionnels notamment avant en VTT et qui viennent se tester sur du gravel ou même d'anciens professionnels de la route. Donc ça fait un groupe de Brésiliens assez fort quand même. Il y a Léo, il y a Davi qui avait remporté l'année dernière la course, il est là encore une fois, donc il va essayer de... Il y a André Froes aussi qui avait longtemps été en tête, il avait fini 5e. Mais... donc il y avait Juliano qui nous parlait aussi d'un groupe de Colombiens. Il y a souvent des Colombiens qui viennent sur le Bikeman Brésil, c'est encore le cas cette année. Il y a Julian Manrique, que tu connais bien Axel, vous avez fait une bataille l'année dernière ensemble. Non, c'était il y a 2 ans. La bataille d'Itatiaia. En 2021, on avait fait une super bataille, on avait livré bataille jusqu'au sommet d'Itatiaia pour se retrouver bloqué après par le climat. Et en fait, il est venu cette année pour qu'on puisse refaire la compétition ensemble. Moi, malheureusement, avec la blessure que j'ai aux côtes et à la main, je ne peux pas participer. Et je me suis fait charrier quand même pas mal par les Colombiens là, parce qu'ils attendaient vraiment la bataille Colombie-France. Mais malheureusement, je ne serai pas sur la ligne de départ cette fois. Il n'y a pas eu le match retour, c'est peut-être pour plus tard. C'est ça, il n'y a pas de match retour. J'aurais bien aimé viser le top 3 là, parce que du coup j'avais fait 5 en 2021, 4 en 2022. Là je venais peut-être pour potentiellement le top 3, mais c'est pas grave, je vais déviner sur l'orga. Partie remise. Mais l'orga aussi c'est un sacré défi. Et donc pour compléter ce que disait Vini aussi, l'année dernière en fait le climat avec la pluie avait pas mal rabattu les cartes avec les favoris. Cette année, la première journée en tout cas c'est sûr et certain, ça va être plein soleil, donc tout le monde va rouler à fond. Donc ça va donner les premières 24 heures assez sévères, hein, puisque on le sait, hein, les favoris qui viennent ici en tout cas sont assez nombreux. En général c'est au moins 5 ou 6 qui ont le profil pour gagner la course. Donc ils vont tout donner les premières journées. Vini, qual vai ser o ponto mais difícil desta prova para os participantes? Quel va être le passage le plus dur pour les participants? Eu acho que continua
sempre para mim, duas coisas. A primeira foi a mudança que eu fiz o ano passado e continua sendo para mim o ponto mais difícil, que é todo o contorno até o pico do Itatiaia, pelo lado do estado de Minas Gerais. Antes subia por asfalto, agora sobe todo por terra. Ali realmente planejamento, e foi os outros anos que teve o ponto difícil, com hipotermia. E outra principalmente esse ano tem uma diferença, que tem vários novos, mas não quer dizer inexperientes, mas é a primeira vez no Bikeman, houve uma renovação. Então é interessante observar como está a preparação desse pessoal sobre a programação para terminar em 4 dias, 3, 4 ou 5 dias. Por causa do que aconteceu ano passado e principalmente por o primeiro motivo, que é o contorno do Itatiaia. Não há sinal de celular, há pontos específicos que você pode ter hospedagem e alimentação, então um planejamento, estudo. Então o que eu tenho notado, o pessoal estudou mais, observou mais os erros dos anos anteriores. É isso que eu estou observando. Então, o Itatiaia e essa parte do comportamento dos novos, observando o erro dos outros. Então, isso para mim, eu gostei de ver. Donc pour Vinny, ce qui l'intéresse le plus et pour lui ce qui est le plus difficile, c'est toute la boucle qui emmène les participants vers le parc national d'Itatiaia. On rappelle, ça monte jusqu'à quand même 2450 mètres d'altitude. Et c'est une zone aussi très sauvage, avec beaucoup de gravel, il n'y a quasiment pas de réseau téléphonique. Donc l'année dernière, il y avait eu pas mal de dégâts là. Donc Vinicius, il est assez curieux de voir comment les participants vont gérer cette partie-là selon les stratégies 3, 4 ou 5 jours. Et surtout qu'en fait, il a remarqué que cette fois-ci, peut-être contrairement aux années passées, il y en a beaucoup qui ont vraiment étudié le parcours en détail pour affiner leur stratégie. En parlant de stratégie, on va demander à Léo. Tiens, Léo, qual é a stratégia de você durante a prova? A minha estratégia não tem estratégia. Não, brincadeira. Eu vou. Não, brincadeira. Ainda por causa da travessia do Alasca Terra do Fogo, eu não vou conseguir ser rápido. Né? Eu não estou sentindo que minhas pernas estão 100%. Mas durante a travessia Alasca Terra do Fogo, eu aprimorei uma tática de ser mais eficiente em cima da bicicleta. Então eu parava o mínimo possível e vários dias eu consegui ter uma eficiência acima de 80%. Teve um dia que eu consegui 95% de eficiência. Fiz um pedal de mais ou menos 15 horas e fiquei menos de 1 hora parado durante esse pedal de 15 horas. Então eu vou tentar aperfeiçoar essa estratégia no Bikeman, já que eu não vou conseguir ser rápido. Frois vai ser muito rápido. Mas é uma boa, assim, manter-se em movimento. Isso, exatamente. Então eu vou parar o mínimo possível e tentar fazer o Bikeman aí entre os primeiros. Bon, il a fait une blague au début, il disait que ma stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. Évidemment, c'était qu'une blague. Son objectif à lui, vu qu'il est encore en phase de récupération après son record, c'est surtout de réduire au maximum les temps de pause. Il disait que sur son record, il avait tenté des stratégies où il s'arrêtait le moins possible. Il parle même de 95% d'efficacité, c'est-à-dire sur une journée de cyclisme de vélo, il avait pédalé, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est qu'il a pédalé quasiment l'ensemble. Il fait 15 heures de vélo et il s'est arrêté 1 heure. Voilà, moins d'1 heure de pause. Il va essayer de répéter ça donc, sur le Bikeman parce qu'en général, de toute façon, on le sait, c'est là où les gains les plus importants seront sur les temps de pause. C'est pas forcément sur les temps de repos, Axel. Exactement, et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il applique cette stratégie-là, parce que c'est vrai que sur le record, là, il est 15 heures par jour, finalement, c'est le début d'une journée du Bikeman, parce qu'au final, c'est sur la tête de course, sur le top 10, ça se joue entre 15 à au moins 20 heures de vélo dans la journée pour pouvoir faire la différence. Et pour rappeler avec Giorgio en antenne, là on discutait ensemble justement des temps de pause, le fait que tu sois extrêmement fatigué, à un moment donné tu perds la notion du temps, tu perds la chronologie et du coup tu es plus capable de savoir exactement combien de temps tu t'es arrêté. Et souvent ça dépasse 4, 5, 6, 7 heures de la durée totale des 24 heures pour chaque participant. Donc c'est clairement une course, non pas contre le sommeil, mais une course contre les arrêts. Et il y a tellement de prétextes de s'arrêter au Brésil, changement de climat, difficulté du gravel, devoir pousser le vélo sur certains tronçons, se changer parce qu'il va faire beau, très humide, donc il va falloir se changer en permanence, faire sécher les fringues, qu'au final les prétextes sont très nombreux pour pouvoir s'arrêter et faire tourner quelque part le sablier du temps sur ces arrêts masqués et invisibles. Donc je pense que ça va être très très intéressant de voir comment est-ce que chacun va gérer cette notion des arrêts, parce que ça va être clairement la clé de cette édition 2023. Léo, para comer, você traz comida com você ou para comprar? Eu levo bastante comida, mas não exageradamente igual o projeto que eu acabei de realizar, porque aqui tem muitos pontos. Não sei se isso foi estratégia também do Vini, fazer a rota onde tem muitas cidades, né? Então não há necessidade de levar exageradamente, mas claro que um bom graveireiro tem sempre que ter comida dentro das suas bolsinhas ali. Eu vou levar frutas, vou levar até comida mesmo de verdade, como pizza, enfim.
Essa é uma das minhas estratégias. Donc je lui demandais si sa stratégie c'est d'emmener le maximum de nourriture sur lui ou pas. Lui me disait qu'il va emmener le minimum quand même parce que le parcours est fait en passant à travers beaucoup de villes, donc beaucoup d'options de ravitaillement. Donc il préfère prendre le minimum pour survivre, on va dire, et s'arrêter pour acheter de la vraie nourriture comme des pizzas par exemple. Para falar do percurso, tem muitos pontos para comprar, comer, Vini? Sim, eu acho Je que lui demande s'il a prévu ça dans le parcours, les points de ravitaillement. isso que o Léo comentou é fato. Assim, eu desenhei a rota para que a pessoa pudesse ter uma certa facilidade para ter apoio durante o dia. Durante a noite, nada. Então, assim, a estratégia ela é feita e o desenho da rota é feita para os que querem terminar a prova pedalando basicamente menos durante a noite, mais durante o dia. Então, para quem vai competir, que precisa passar a noite, ele vai ter dificuldade. Para quem vai andar mais dentro dos horários 5 às 10, 8, 10 da noite, vai ter apoio. Quem for virar à noite, não. Eu desenhei a rota para que tivesse essa penalização para quem vai andar mais rápido. Porque ele vai ter que se organizar, parar, comprar, vai ter que pensar muito mais. Mas para quem quer terminar, ele tem não é um conforto, mas pode contar melhor com o caminho. Ah, là, c'est une petite astuce à tous ceux qui participent. Si vous regardez l'émission, Vini nous expliquait qu'il a travaillé le tracé pour en fait favoriser ceux qui vont rouler de jour. Donc en fait, selon les temps de passage, quand vous pédalez la journée, vous aurez beaucoup d'options de ravitaillement. En revanche, si vous continuez à rouler la nuit, là par contre, ça sera plus compliqué pour se ravitailler. Donc il a voulu faire cette distinction entre ceux qui veulent profiter un maximum du parcours et finir, on va dire, en 5 jours, par rapport aux compétiteurs qui, eux, du coup, vont devoir affiner leur stratégie pour trouver comment gérer le pédalage de nuit tout en gérant le ravitaillement en même temps. C'est intéressant ça parce que c'est l'une des particularités de cette course du Brésil finalement, peut-être. Pour moi, je dirais qu'on pousse à l'extrême le concept du biking man dans le sens où si tu ne stockes pas sur toi, c'est quasiment impossible de passer la nuit ou alors tu pousses sur une grosse partie de la nuit parce qu'il y a vraiment des tronçons, si tu les passes de nuit en gravel, qui sont assez engagés, très techniques parce que fatigants et ça consomme beaucoup d'énergie. Je sais que moi sur les 2 éditions précédentes, j'ai toujours eu la stratégie de remonter sur les participants et non pas de pousser comme un malade pour être sur la tête et de jouer justement la sécurité sur tout le ravitaillement parce que, comme disait Vini tout à l'heure, de nuit, il n'y a plus rien. Donc il faut stocker du pain con queijo ou pain con ovo sur toi, donc du pain avec des œufs, ou du pain avec du fromage tout le temps. Et j'en avais au moins 3 sur moi en permanence. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé arrivé sur la ligne d'arrivée avec du stock parce que ça nourrit, c'est facile à préparer, c'est rapide, ça se trouve partout sur tout le long du parcours. Donc il faut stocker. Il faut stocker et prendre de la sécurité parce que en termes de consommation d'énergie, vraiment le Brésil ça consomme beaucoup. Pain en conquête, c'est un truc que vous pouvez, c'est littéralement un pain au fromage, c'est du truc que vous pouvez trouver dans n'importe quel point de ravitaillement possible, hein, c'est ça Axel hein? Alors c'est le panini du Brésil, c'est vraiment ou la baguette. C'est la chose que tu peux trouver facilement, c'est léger, ça se transporte facilement, ça se conserve assez facilement et tu peux rajouter des œufs si tu le souhaites, puisque ça se trouve partout. C'est un peu comme le jambon beurre chez nous quoi. C'est le jambon beurre, c'est la boulangerie brésilienne. Vini disait c'est que le meilleur. Hein. Você come pain com queijo, hein? Adoro! E ovo? E ovo também, queijo, adoro! ovo. En général, c'est pain con queijo, pain au fromage ou pain con ovo, pain avec de l'œuf. Voilà, t'as le terme pour pas être trop écœuré. Hein? On dit un pain com queijo ou outro pain com ovo. Não, dia pão, queijo, ovo, outro dia também. Je disais, on change chaque jour, Vini dit non. Un jour pain com ovo, enfin pain au fromage, pain à l'œuf. Et le lendemain, pareil. Muito obrigado, amigos. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Merci Vini, merci Léo. Muito obrigado, valeu demais. Boa sorte, bonne chance. Obrigado, obrigado. Bonne épreuve. Ciao. Tchau, muito obrigado. Donc rendez-vous sur Live Tracking Oaxaca, toujours pour suivre Léo. Léo, normalement, vous le verrez dans le groupe de tête. Nos primeiros, hein, Léo? Como? Nos primeiros, hein, da prova, hein? Sim, pretendo ser dos primeiros, não ganhar, mas pretendo estar no pelotão ali da frente. Donc vous le verrez dans le groupe de tête en général, au moins les premiers jours. Après, on verra. Obrigado, merci. Et puis nous, on continue hein, avec nos derniers invités et la dernière partie. Le soleil est de retour pour la dernière partie de cette émission et on a 2 nouveaux invités avec Axel. 2 invités colombiens. Julián, ¿cómo estás, Julián? Muy bien, muchas gracias Axel, muy feliz de estar aquí. Deuxième biking man pour Julián. 82 heures. Il avait fait le 2021 2021, 82 heures, il a dit. avec la bataille avec Axel. On s'en rappelle encore. Aïe. No voy a olvidar nunca Axel. Et il n'oubliera jamais. Nunca. Voilà.
Et à ses côtés, il y a Laura. Il a ramené une amie colombienne, Julián. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, emocionada. ¿Sí? Feliz de estar acá. Gracias, gracias Axel, gracias. Laura qui est très contente de participer à son premier Biking Man. Primero Biking Man, hein? Primera vez. Avec beaucoup d'émotion. La émotion es para mañana. Perfecto. La guardaré, la guardaré. Je dis que l'émotion c'est pour demain. Bon Axel, ça fait plusieurs fois qu'on voit des Colombiens. Ça fait plaisir. Toi qui as roulé avec eux, c'est toujours des bonnes ambiances. Ça fait toujours plaisir parce que c'est deux peuples qui se mélangent très très bien, le Brésil et la Colombie, parce qu'on sent la même passion pour le vélo. La passion. La passion. Il y a beaucoup de femmes aussi sur le Biking Man du Brésil. Là, c'est une particularité de chaque édition. Chaque année, on a plus de femmes en proportion que sur les autres compétitions. Donc bravo. Et je pense que ça va donner un duel brésilien-colombien très, très, très intéressant à suivre. ¿Qué? Laura, ¿cómo te sientes antes de la carrera? Emocionada. ¿Cómo fue la preparación? Llevo preparándome casi por un año para esto. Ha sido mucho tiempo, muchas emociones. Entonces estoy tranquila pero emocionada y un poco ansiosa, la verdad. Quiero empezar ya. Quelle est bah non, attends, la traduction d'abord. Alex, à ton tour, traduire. Alors, il faut que je traduise en direct, c'est que je n'ai pas tes compétences. Mais Laura disait qu'elle s'est entraînée pendant un an, que là, à l'approche de la course, elle est anxieuse, qu'elle a hâte quand même que ça démarre. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et quel est tu objetivo? On dit comme ça? Objetivo. Quiero llegar, creo que para ese tipo de pruebas el mejor objetivo es llegar. Donc son objectif là, c'est facile. C'est d'arriver, Laura veut arriver, elle a une très bonne mentalité, c'est d'aller au bout. Elle ne se fixe pas d'objectif de temps. Et comment est el helado al açaí? Nos amis nous ont ramené une petite glace al açaí, hein? C'est une spécialité du Brésil. Mais bien sûr. El azaí es como el mejor helado y mejor nutriente y mejor comida y mejor desayuno y mejor cena que existe. Voilà, Julián il dit que l'açaï c'est ce qu'il y a de meilleur pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Après peut-être qu'il est sponsorisé par une marque parce que On ne sait pas. mejor que el lulo no. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Le lulo c'est la fierté nationale aussi en Colombie. C'est meilleur ou pas? Oh, c'est différent en fait. On va voir les fiertés colombiennes et brésiliennes qui vont s'affronter, c'est sûr. Ici on trouve l'açaí sous toutes ses formes. Et Julián, quel est tu objetivo? Bueno, mi objetivo es mejorar el Porque tiempo. la primera vez Sí. tú fue tercero, ¿no? Sí, Cuarto. fui cuarto. Cuarto. Cuarto la primera vez, hice 85. ¿Cuántas horas? 82. 82 horas. Mi objetivo para este año es de hacer en menos tiempo, sin importar dónde llegue o sin importar mi posición. Quiero tener un tiempo más rápido que hace 2 años. Eh bien, il dit qu'il veut améliorer son temps. Après, j'ai pas tout écouté parce que je suis en train de regarder son temps pour vérifier qu'il a bien fait 82 heures. Bon, après, la vérité, c'est que je suis pas là, donc Sí, il c'est ça. espérait qu'on allait faire la compétition comme des fous. Donc là, je l'ai libéré, il va pouvoir libérer les watts. Oui, bah, il nous disait, puisque j'ai écouté, C'est bien. il nous disait que l'essentiel pour lui, c'est de faire un meilleur temps qu'en 2021, il y a 2 ans. La clasification, podium. Uf, no sé, o sea, este año creo que hay gente más fuerte y creo que cada edición de Viking Man va a tener gente más fuerte cada vez. Entonces yo creo que llegar con la mentalidad de podio en una carrera como esta es muy difícil si uno no está preparado para estar consigo mismo y tener sus propios metas. Entonces siento que si hago un tiempo más rápido que hace 2 años ya me considero ganador. Y si llegó a entrar en el podio, súper bien. Pero yo siento que el top 10 está duro. Là, Julián, il partage quelque chose de très intéressant. Il dit que le niveau de chaque course Biking Man, il monte. Ça, on l'a déjà partagé pas mal de fois, Cédric, ensemble. Et c'est une vérité. Il part du principe que partir en termes de mentalité avec la volonté de faire un podium, c'est pas forcément la meilleure stratégie parce qu'il faut vraiment être prêt à aller au bout. Et lui, il préfère se dire, voilà, mon objectif, c'est d'améliorer mon temps plutôt que de se mettre la pression finalement du podium absolument. En sachant qu'effectivement, entre 2021 et 2023, là, le line-up est vraiment relevé. Il y a plus de niveaux, il y a les meilleurs
des 3 éditions. Il manque que Zogaib. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment un niveau qui est bien plus élevé. Donc je pense qu'il part avec une bonne stratégie. Puis on a partagé quelques conseils aussi. Il y a 2 les ans, ressources. Il a les ressources. il y a 2 ans, j'avais Axel derrière moi par toute la journée, par 13 heures, quelque chose comme ça. Et ça me permet aussi de faire plus vite. Je ne sais pas maintenant si je vais changer ça parce que tu n'es pas ici. C'est dur pour encore. Prefiere ser casado que casar. Ush. Il préfère Est-ce qu'il préfère chasser ou être chassé? Prefiero ser casado. Il préfère être chassé. Être chassé. C'est dur de chasser. Oui, c'est dur. Et comme ça, tu peux voir les progrès de les gens qui sont derrière toi, non? Alors, si tu te bouges, tu sais si elle s'arrête. Si elle s'arrête, je m'arrête, non? C'est ça que j'ai fait avec toi il y a 2 ans. C'est l'erreur qu'on a faite. Mais quand je m'arrêtais par 30 minutes, il s'arrêtait par 10 minutes, 5 minutes, quelque chose comme ça. C'est un jeu. C'est un jeu qu'il faut jouer, qu'il faut savoir aussi jouer. Et comme Axel, il a quelque chose dans sa tête et il m'avait approché. C'était dur aux têtes. Je n'ai jamais senti ça. La pression du top 10. Ah, cette année, ça sera forcément différent de toute façon. Non. Par rapport à la météo, déjà rien que ça va changer toutes les cartes. Là, ça rebat les cartes complètement parce qu'il va faire 40, 45 degrés, peut-être plus. La nuit, il va quand même faire frais parce qu'on va monter en altitude, quasiment 2500 mètres. Il y a l'humidité. Los colombianos, l'humidité, ils savent gérer. Je pense qu'ils ont l'habitude aussi de s'entraîner avec l'humidité un petit peu. Ils ont les deux, chaleur, humide. Donc ils sont prêts. Peut-être plus prêts que les Brésiliens, c'est un avis personnel. Je pense que les Colombiens sont plus préparés que les Brésiliens. Les Brésiliens, la chaleur, ils n'aiment pas trop, on le voit tout de suite. Là, ils tirent un peu les visages, tu sens que les expressions sont un peu tendues. Côté Colombie, c'est des grands sourires. Donc on va voir. Mais je pense que ça va être intéressant parce qu'on se rapproche finalement des conditions que tu as en Amérique du Sud. Humidité, chaleur, pluie peut-être et froid. Parce que tu vas avoir les 4 saisons en une seule journée. Et là, on arrive sur l'étape numéro 3 de cette édition brésilienne, donc la maturité, la révolution. On va voir. Et quelle stratégie, les amis? Laura, quelle est tu estrategia? ¿Parar todas las noches, por ejemplo? Quelle est la stratégie? Est-ce que Laura va s'arrêter toutes les nuits? Réponse. Quisiera tratar de rodar lo que más pueda en la noche. Aparte, con este tiempo tan caluroso, prefiero descansar de pronto en el día un par de horas, pero la verdad me gusta mucho la noche. ¿Está acostumbrada a Me gusta. en la Colombia? En Colombia. ¿Sí? Sí, me gusta rodar más de noche. Ah, intéressant. Laura veut rouler la nuit, c'est ça? Elle préfère rouler de nuit. En tout cas, là, dans sa stratégie, elle prévoit potentiellement de s'arrêter une paire d'heures, de 2 heures dans la journée pour pouvoir éviter les grosses chaleurs. Et ça ne lui dérange pas de pédaler de nuit. Elle est habituée à ça en Colombie. Donc c'est une bonne stratégie. On l'a entendu plusieurs fois. Il y a pas mal de gens qui vont essayer de faire des blocs de sommeil dans la journée 10-14 par exemple, pour essayer d'éviter les très grosses chaleurs. Si tu peux encaisser la nuit, c'est une très très bonne stratégie parce que la nuit, effectivement, il va faire beaucoup plus frais. ¿Y tú, Julián? También, yo creo que voy a tener un ritmo un poco más controlado este primer día, porque generalmente la gente empieza muy rápido y uno si entra en ese juego mental de estar con los demás, se puede uno desgastar más. Entonces mi estrategia este año es sorpresa, no mentiras, voy a intentar no dormir la primera noche, ir a un ritmo más tranquilo, para la segunda noche dormir bien y continuar la carrera. Mais là, il veut avoir une stratégie plus contrôlée que l'année 2021, c'est-à-dire qu'il va essayer de pédaler plus lentement sur la première journée pour ne pas dormir la première journée et sans doute essayer de creuser l'écart à ce moment-là et planifier par contre un arrêt sommeil la deuxième journée pour pouvoir après repartir à fond. Très bien. Et ben on se quitte sur ces derniers mots puisque le briefing a commencé. On va libérer Julián et Laura. Muchas gracias. No, Ustedes. Muchas gracias. Colombia. Muito obrigado. Obrigada. Rendez-vous sur le live tracking au Waka pour suivre Julián et Laura. ¿Conoces los números de ustedes? Sí, 8:20. 820 pour Julián. Et tout? 8:44. Et 844 pour Laura. Rendez-vous sur le live tracking au Waka. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les sponsors. À la Pousada do Grilo, la Pousada du Grillon. C'est ça.
du Grillon qui nous accueille. Et salutations, du Brésil à tous nos amis français qui nous suivent. Ambiance tropicale. On va les faire rêver. Allez, salut à tous.